Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Martin Drouin. Je suis directeur du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Donc, c'est une équipe en partenariat qui est financée par le Fonds de recherche du Québec. Donc, bienvenue à cette activité. Je vous rappelle que l'équipe est composée de 15 co-chercheurs, 31 collaborateurs et 18 organismes partenaires, dont le service du récit du domaine de l'univers social. Et ça me faisait extrêmement plaisir de contacter Steve pour l'inviter à ce midi du laboratoire. C'est un univers que je connais et que je connais pas, donc je voulais en apprendre davantage sur ce que vous faites. Donc je me suis en quelque sorte permis, avec évidemment les membres du bureau de direction, avec la permission des membres du bureau de direction, de vous inviter à cette activité-là. Et ce ne sera pas moi qui va animer l'activité, mais plutôt Ariane Godbout. Donc, Ariane Godbout est notre responsable des communications. Elle est doctorante en histoire à l'UQAM et à RN2, mais aussi, Ariane a fait un baccalauréat en enseignement de l'histoire au secondaire, profil histoire et géographie. Elle a travaillé plusieurs années à l'Assemblée nationale du Québec dans des projets en pédagogie. Donc, on trouvait que c'était une belle occasion de donner à Ariane l'occasion de participer à nos activités. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle activité. Ariane? Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier midi du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Ça me fait plaisir d'animer justement ce premier atelier-là qu'on fait tous ensemble. C'est la première fois que je participe à un des midis du labo du laboratoire, donc n'hésitez pas à me dire si jamais je déroge un peu du protocole ou je ne fais pas les choses dans l'ordre. Vous ne vous gênez pas pour intervenir. Comme Martin le disait, aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur le récit univers social, qui est une initiative qui est quand même passablement connue dans le milieu de l'enseignement, mais peut-être moins en dehors du domaine de l'enseignement primaire et secondaire. Donc, ça va être l'occasion d'explorer ça ensemble aujourd'hui, de voir de quelle manière la médiation culturelle peut aussi s'arrimer avec d'autres institutions. On en a parlé un petit peu avec Pascal, notamment des institutions muséales, des instituts d'histoire. Et pour nous en parler plus en détail aujourd'hui, on reçoit Steve Quirion, qui est conseiller pédagogique, responsable du service national du récit de l'univers social et membre de l'Ordre de l'excellence en éducation. Dans son mandat, il intervient auprès des écoles primaires et secondaires sur la question de l'intégration des technologies en histoire et en géographie. Vous êtes enseignant de formation, détenteur d'un DESS en communauté virtuelle et d'une maîtrise en histoire et chargé de cours à l'université. On va également entendre Pascal Di Francesco, donc ancien du laboratoire, ce que j'ai appris, collaborateur au Service national du récit de l'univers social. Vous intervenez dans le cadre de vos fonctions auprès des écoles primaires et secondaires sur la question de l'intégration des technologies en histoire et en géographie. Vous êtes détenteur d'une maîtrise en études québécoises et candidat à la maîtrise en éducation, option enseignement au secondaire. Eh bien, je vous passe le micro et on a hâte d'en apprendre davantage sur le récit. Merci Martin de l'invitation. Je salue Joanne qui est avec nous. Merci Ariane de la présentation très formelle. Oui, désolé. Puis bon, bonjour en ligne. J'ai vu Jean-François, j'ai vu quelques personnes qu'on connaît. Donc aujourd'hui, c'est ça, on souhaite vous présenter un petit peu ce que c'est le Service national du récit de l'univers social. Il y a notre collègue Maude aussi qui est en ligne, donc elle pourra interagir avec vous à distance, donc dans le clavardage. J'imagine qu'elle a déjà mis le lien URL de la présentation. Donc, une présentation qui se nomme le numérique en enseignement primaire et secondaire. Donc, on a justement l'intention de vous présenter un petit peu le mandat, donc le mandat du Service national du récit, donc avec quelques exemples. Aussi, on s'est donné comme intention, cette idée-là, peut-être parce qu'on présente dans le cadre des médias du labo, de tisser des liens entre les institutions culturelles, la recherche universitaire, puis bon, aussi le monde de l'éducation. Puis bon, on s'est permis à la fin peut-être une petite séance d'échange, de travail sur comment on fait pour justement identifier des pistes pour faciliter
la médiation culturelle, donc ce qui n'est pas toujours simple pour ce qui est des institutions culturelles, peut-être aussi de la recherche universitaire. Donc, vraiment, on a pris quelques exemples, puis bon, l'idée, c'est d'avoir un échange, des échanges cordiaux autour de ça. Voilà. Petit plan de présentation, donc mandat, les programmes, les partenariats, des exemples de ressources et les défis liés à la médiation en milieu scolaire. Donc, le mandat, en gros, nous, on a une formation, comme vous le savez, d'enseignants, conseillers pédagogiques, puis bon, on donne des formations dans l'ensemble des écoles du Québec, donc au primaire, au secondaire. Notre mandat, il est numérique d'abord et aussi disciplinaire, donc histoire, géographie. Dans le monde scolaire, on appelle ça l'univers social, mais c'est des sciences humaines. Hein? Puis, c'est ça, on donne des formations un peu partout. On est beaucoup sur le terrain. Cette semaine, Pascal est en classe pour un projet de lecture, donc trouver des stratégies de lecture à l'écran notamment, mais aussi de lecture en histoire et en géographie pour les élèves du secondaire. On développe aussi des ressources éducatives numériques. Donc, vous allez voir quelques sites web que nous avons développés justement en collaboration parfois avec le laboratoire, certaines personnes du laboratoire. On fait une veille aussi technologique, évidemment, sujet de l'heure, l'intelligence artificielle. Hein, donc, on est sur plusieurs comités. Comment cette chose-là vient transformer complètement les pratiques des enseignants en classe, la façon d'évaluer les élèves. Donc, ça, j'imagine, c'est une réalité pour les gens à l'université, mais c'est aussi le cas au secondaire beaucoup. Puis, on fait partie d'un grand réseau pour nous. Donc, on est 2 personnes, 3 avec Maud en ligne, puis d'autres aussi collaborateurs. Mais on fait partie d'un réseau plus large qui s'appelle le Récit. Puis, dans ce réseau-là, il y a aussi d'autres réseaux, le réseau des conseillers pédagogiques et compagnie. Donc, en gros, 300 personnes partout au Québec et plus des services locaux là, dans chacun des CSS. Puis, une quinzaine de services nationaux. Nous, on est univers social, mais il y a langue, mathématiques. Il y a aussi adaptation scolaire, donc il y en a en fonction des disciplines. Puis, le mandat, c'est ça, c'est réfléchir au numérique en classe, comment on peut l'appliquer. Puis, on relève tous du ministère de l'Éducation, donc de la section du développement de la culture numérique, pour être plus précis. Dans les sites web, donc si vous nous connaissez peut-être pour les gens en ligne ou ici, vous avez peut-être vu un des sites que nous avons créés. 4 principaux sites, donc dans le fond, un premier qui rassemble toutes les situations d'apprentissage qui ont été développées par le Service national, donc c'est vraiment que des situations d'apprentissage qui ont été développées par nous, en collaboration avec des enseignants et tout ça. Un site de contenu au primaire, donc Société et territoire, donc qui couvre l'ensemble du programme avec des contenus qui sont appliqués, comme pour les élèves du primaire. Un site au secondaire que Pascal va vous parler, donc pour Histoire du Québec et du Canada. Puis un site qui était plus lié au document, donc mettre de l'avant le document, l'approche par analyse documentaire auprès des élèves. Donc ça, c'est vraiment notre vitrine, si vous voulez, numérique sur le web. Donc, je vais vous parler un peu des programmes de formation de l'École québécoise, donc au secteur jeune. Sans rentrer dans les détails, c'est juste pour se mettre dans la tête d'un prof. Combien de programmes obligatoires il y a si on est enseignant d'univers social? Il y en a 6. Il y a le programme du primaire, mais au secondaire, donc ça nous fait 5 programmes quand même. Des fois, on peut se ramasser à enseigner à 2-3 niveaux. Donc, jongler 2-3 programmes en même temps. Au premier cycle, on a un programme d'histoire et d'éducation à la citoyenneté qui est plus, on va dire, histoire de la civilisation occidentale. Là. Un programme de géographie. En 3 et 4, c'est le programme d'histoire du Québec et du Canada qui est fait sur 2 ans. Puis c'est là où je pense qu'il y a le plus de liens, évidemment, avec nos institutions culturelles montréalaises et québécoises au niveau des ressources à utiliser en classe. Et finalement, en 5e secondaire, monde contemporain, éducation financière. Donc, en plus de jongler avec ces programmes-là, qui ont des approches des fois similaires, mais centrées autour d'une démarche de recherche, mais aussi qui ont tous des connaissances spécifiques,
on jongle aussi avec, justement, des périodes historiques très, très larges, là. Donc, secondaire 3, j'ai des origines à 1840, séparées en 4 réalités sociales, et en 4e secondaire, donc 1840 à nos jours. Et ça, c'est 100 heures par année, 100 heures secondaire 3, 100 heures secondaire 4, plus une épreuve ministérielle qui est liée à la certification des élèves, à leur diplomation. Donc, c'est juste pour, justement, se mettre dans la tête d'un enseignant, une enseignante, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à voir. On passe 45 heures dans un cours universitaire, des fois sur une thématique d'une de ces périodes-là, alors que ça, il faut y aller à l'essentiel. Donc, ce sont les programmes de formation avec lesquels les enseignants jonglent toute l'année. Et en plus de ça, ben, on a dit qu'on avait un rôle disciplinaire, mais d'abord numérique. Donc, nous, notre objectif ultime, c'est d'amener les élèves à utiliser le numérique en classe. Donc, développer leurs compétences numériques. Parce que aujourd'hui, en principe, il n'y a plus vraiment de cours à l'école d'ordinateur, hein, donc de cartouches. On est vraiment transversal dans la compétence numérique. Elle doit être développée un peu en univers social, en français, etc. Donc, il faut aller la chercher un peu partout. Puis, elle se limite pas à l'apprentissage, par exemple, des logiciels de traitement de texte. Là, on vise plus large. Donc, on veut amener les élèves, par l'entremise des enseignants, à développer, entre autres, leur culture informationnelle. C'est important dans le contexte à l'ère de l'intelligence artificielle générative, d'une part, et développer, par exemple, aussi leur pensée critique. Donc, ici, on voit les différentes dimensions de la compétence numérique. Ça se limite pas aux habiletés technologiques. On vise un ensemble de choses en lien avec le numérique et on pense que c'est très important, puis ça fait partie vraiment de notre essence. On veut rendre les élèves actifs là-dedans. Et pour ça, ben, on essaie, à travers nos formations, d'en parler, développer des approches avec les enseignants, les enseignantes pour dire qu'est-ce qui est possible de faire dans une classe avec le numérique tout en respectant les programmes de formation disciplinaire. Juste pour illustrer un petit peu notre mandat, pour faire simple, on pourrait dire qu'on éduque au numérique, puis on éduque avec le numérique. Ça, c'est un exemple de tâche avec l'intelligence artificielle où est-ce que, les élèves ont un petit texte qui résume un petit peu l'événement de Jacques Cartier, Lacroix, Gaspésie. Puis, ils ont 4 images générées par l'intelligence artificielle. Ils doivent, dans le fond, dire laquelle qui est la plus représentative de l'événement. Donc, là, ce qui est intéressant avec la machine, c'est que là, ils se retrouvent dans une situation où ils sont très, très critiques. Là. Donc, ils vont essayer de trouver des erreurs et tout ça, puis dire, pourquoi cette image-là, je la juge la plus intéressante. Ensuite de ça, on leur propose une image qui a été produite par Baker, mais on leur demande, c'est laquelle qui serait la meilleure. Maintenant que tu as identifié celle générée par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est celle qui a été produite 300 ans par l'humain après les événements ou celle qui a été produite 400 ans après les événements par une machine? Puis là, c'est ça. Là, on entre dans la discussion. Puis aussi, on peut travailler toute la question de la génération de l'image. Donc, l'image qui est à droite, générée par l'IA, peut avoir été entraînée sur cette image-là de Baker. Puis aussi sur toute la question de l'interprétation en histoire, c'est par une simple image. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis on peut retourner aussi à la source. Donc, cette image-là, comment l'humain l'a créée? À partir d'un texte de Jacques Cartier, OK, c'est bon, là, lui, il était là, ça doit être vrai de bord. Si c'est écrit, c'est Jacques Cartier, tu sais. Et donc, là, on tombe dans toute la question de l'interprétation. Et même, dans la tâche, on peut se projeter dans le temps, tu sais, dans 200 ans, est-ce que ça va être l'image générée par l'intelligence artificielle qui va représenter justement la mémoire, qui va être significative, plus être symbole de la mémoire justement qu'on a de cet événement-là. Donc, on peut travailler aussi des éléments de mémoire. Donc, ici, les élèves touchent pas au numérique, mais on réfléchit vraiment comme à l'impact justement du numérique. Puis c'est le genre de tâche qui travaille la pensée critique, vous avez compris. Puis aussi on va dans d'autres types de tâches, par exemple, il y a une tâche au primaire sur une reproduction, si vous voulez, de la ville de Québec en 1900, autour de 1900. Puis les élèves, dans un premier temps, même si c'est très schématique, ça permet vraiment de s'approprier, voir un peu le territoire, la basse ville, la haute ville, les types de bâtiments,
associer ça aussi avec des documents d'époque, des images. OK, bon, ça, c'est l'église, la place royale. OK, c'est de ça qui a l'air par rapport à une photographie. Ben, je peux l'explorer dans ça. Puis, ils ont à reconstruire des bâtiments. Donc, ça peut passer de là. Donc, éduquer avec le numérique, c'est utiliser des outils pour pouvoir apprendre. Dans ce cas-ci, partir d'un dossier documentaire, puis bon, essayer de repérer des choses dans la maquette, mais aussi, créer, par exemple, en secondaire 3 ou 4, créer une ligne du temps avec un outil, dans ce cas-ci, c'est Miro, donc pour pouvoir revenir sur les principaux événements qui caractérisent une période. Donc, vraiment des tâches là, qui sont élaborées par... des exemples de tâches vraiment typiques sont élaborés par le Service national. Dans ça, c'est sûr qu'une fois que la tâche elle est bâtie, il faut accompagner les enseignants, former les enseignants à l'utilisation de ces outils-là. Puis bon, c'est ça qui est intéressant dans le réseau, c'est que nous, on a une vision disciplinaire de la chose. Puis après ça, dans un centre de service, il y a un collègue du récit local, des fois, qui accompagne l'enseignant, qui nous appelle, pose des questions et tout ça. Donc, une espèce de réseau-là tentaculaire qui fait en sorte que, bon, on peut avoir une action dans le terrain assez rapidement. Je voulais aussi vous parler des projets, parce que on est dans le cadre des midis, justement, du laboratoire, des projets déjà existants aussi, donc qu'on a déjà vécu avec le laboratoire, notamment avec BANQ, donc où on amenait, je parlais de formation des enseignants, là on amenait une trentaine d'enseignants qui étaient issus de toute la région de Montréal, de différents centres de services. Dans le temps que Jean-François était à BANQ, donc qui présente aussi une carte, j'imagine, de Champlain. Donc, il y a vraiment des occasions comme ça. Le lien qu'on a eu avec le laboratoire a créé ces occasions-là vraiment uniques et intéressantes. Notamment aussi dans la production de contenu. Ici, on a Martin Petitclerc ici et qu'on a filmé à l'Écomusée du Fier-Monde. Donc, quand le programme d'histoire du Québec et du Canada est sorti, c'est d'avoir des contenus, quand on parle, par exemple, de la société civile au tournant des années 80, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est quoi l'essentiel qu'il faut retenir de tout ça? Donc, des contenus de formation qu'on a tournés avec les partenaires. Puis, aussi, l'an passé, des sorties éducatives là, avec la CSSDM, donc avec le MEM, donc sortie sur le terrain et aussi plus une sortie au MEM comme tel sur les objets anciens. Donc, c'est le genre de collaboration qui sont intéressants à faire. J'ai nommé comme juste des catégories, mais il y en a beaucoup d'autres. Notre collaboration donc avec les institutions culturelles se limite pas vraiment aux projets, aux journées de formation. On utilise beaucoup de ressources, de documents iconographiques, vidéos, textuels qui viennent des institutions culturelles. Puis un exemple de ça, c'est vraiment le site sur l'histoire du Québec et du Canada. Ce site-là qui est structuré, là, vous le reconnaissez, selon les périodes réalité sociale des programmes de formation. Et si on s'aventure dans le menu en haut à gauche, donc dans 1896 à 1945, on va aller voir un exemple d'utilisation des ressources dans vie économique. Et au numéro 2, sur l'agriculture et l'industrialisation. Puis là, c'est juste pour vous montrer une utilisation des ressources des instituts culturels, des institutions culturelles. Donc, si on voit notamment plein d'iconographies qui sont interactives. Donc, l'élève voit non seulement une représentation de l'époque, donc la vie, par exemple, le travail à la campagne. Et s'il clique sur la ressource, il va toujours avoir accès aux sources complètes, donc un premier contact avec la critique externe, un titre significatif qui lui permet un peu de comprendre, un repère de temps pour se situer et un lien URL vers la ressource de l'institution. Et aussi la licence. Bon, pour l'élève du Creative Commons, peut-être ça veut pas dire grand-chose, ou du domaine public, mais ça, dans le fond, c'est un signe que dès que les institutions numérisent une ressource de bonne qualité et qu'ils la mettent sous ces licences-là, c'est très aidant pour nous pour faire un matériel adapté pour les besoins des élèves.
Donc, ça se manifeste aussi dans des vidéos. Et si tu vas à la page suivante, là, je voulais montrer des exemples de différentes institutions culturelles. Donc, là, on est dans d'autres périodes historiques, mais vous reconnaîtrez donc un document des archives de la Ville de Montréal. On utilise aussi beaucoup de choses du musée McCord. Dans ce cas-ci, c'est carrément dans le domaine public, donc c'est encore plus simple à utiliser. Et bon, Steve parlait des mouvements sociaux plutôt, là, les photographies un peu plus contemporaines. Ça, pour les élèves, c'est vraiment riche. On peut même c'est tellement bien numérisé qu'on peut aller lire les slogans sur les pancartes. Hein. Il y a un temps, c'était pas nécessairement possible de toujours distinguer ce qu'il y avait sur les photos. Fallait se l'imaginer un peu, mais là, c'est comme vraiment, c'est très riche à ce niveau-là. Donc ça, on l'utilise pour produire des ressources qui sont pour les profs et les élèves, peuvent être utilisées en mode révision, mais aussi en apprentissage. Et en apprentissage, donc je vais vous montrer d'autres type de choses qu'on produit au récit univers social. Ici, on est plus dans la situation d'apprentissage. Donc là, on était du côté des contenus. Maintenant, on va être dans une situation d'apprentissage au primaire. Donc, mon exemple au primaire, c'est une recherche sur un objet ancien. Et on a fait, dans le fond, un petit corpus d'objets anciens en naviguant sur les sites des institutions pour que les élèves aient un point de départ pour faire un travail sur un objet. Et après ça, faire une petite recherche pour contextualiser cet objet-là. Donc, Steve va vous montrer le cahier de l'élève à l'instant. Dans le fond, c'est un condensé de la démarche de recherche, puis ça reflète bien le niveau des attentes qu'on peut avoir envers des élèves de primaire. Donc, une tempête d'idées, sur quoi je vais travailler. Comment je m'interroge en histoire? C'est pas comme me poser une question en sciences, hein. Je peux me poser une question plus descriptive, chronologique, réfléchir aux conséquences. Ensuite de ça, quelles informations je vais avoir besoin ici, ben on se limite à 2 sources au primaire. Donc, commence l'univers social assez tôt. Donc, faut avoir des attentes réalistes puis montrer tout ce que ça représente la démarche de recherche. Pour organiser l'information, c'est très encadré. Hein? On nomme ce qu'on veut dans la production finale. Et ensuite de ça, ben la liste de sujets dont je parlais, si tu vas dans le moule à sucre, dernier exemple du moule à sucre que je trouvais intéressant, parce qu'il est justement sur le musée McCord. Donc, l'élève pourrait partir du moule à sucre puis dire qu'est-ce que cet objet-là? Je vais le situer dans le temps, dans l'espace, je vais essayer de caractériser. Et je trouvais cet exemple-là de médiation du musée McCord intéressant parce que c'est pas un artefact dans une base de données, c'est un artefact ici avec un article, court article de Catherine Ferland qui permet donc d'avoir le bon niveau d'information, même que c'est peut-être beaucoup pour un élève du primaire, mais au moins de l'information pour contextualiser l'objet, son utilisation et d'autres ressources afférentes qui permettent de voir la vie à l'époque sur une érablière. Donc, pas nécessairement lié de près à l'objet, mais quand même assez pour avoir une vue sur l'époque. Donc ça, c'était la situation d'apprentissage au primaire, un condensé de la démarche de recherche. Maintenant, un exemple avec une ressource de BANQ qui est aussi, vous allez voir, une démarche de recherche, cette fois-ci avec un document plus de sources primaires, un journal d'époque. Donc, si on entre directement dans la tâche, l'intention est simple. On donne un extrait d'un article de journal à l'élève et il doit identifier l'événement. Donc, l'extrait est en haut de la page ici. Je lis la première phrase. La matraque, instrument contondant servant à établir la justice sociale dans la catholique province de Québec, a commencé à faire des siennes à asbestos. On nomme pas l'événement. Pour un élève de 4 qui n'a pas vu les contenus associés à ça, ben, c'est une question quand même qui peut représenter un certain défi. Et là, ben, il fait son hypothèse rapidement avec un qui, quoi, quand, où, dans quelle période ça se déroule. Je pense que c'est ça. Et on l'envoie chercher sur BANQ numérique. Donc, il va repérer le journal qui est à l'origine de cet extrait-là. Et donc, Steve va le montrer justement à l'écran. Ça va lui permettre d'aller confirmer un peu son hypothèse, de dire de quel événement s'agit-il. Puis là, il est carrément nommé explicitement dans cet exemple-là. On va patienter un peu pour le chargement.
c'est tellement bien numérisé que la résolution est super bonne. Et là, ben, aller compléter sa lecture de l'article, puis plonger dans une source primaire, voir que c'est pas super facile de lire un journal à l'époque. Hein, c'est comme un apprentissage en soi, se situer dans toutes ces rubriques-là. Et plus loin dans la tâche, il va avoir dans le même journal une publicité qu'on trouve super intéressante qui est reliée donc à la thématique étudiée par l'élève, soit le syndicalisme et les mouvements ouvriers. Tu peux continuer. On y est presque. Je ne veux pas donner mal au cœur aux gens. Non, c'est ça. On le fait progressivement. Donc, grève de l'amiante appelle à tous les ouvriers de la région de Montréal. C'est une publicité de la CTCC pour appeler dans le fond, en soutien aux mineurs. Et ben là, on peut réfléchir non seulement à l'utilisation des journaux pour diffuser un message, puis poser la question à l'élève, est-ce que les journaux, c'est encore une bonne façon de diffuser, d'aller chercher du soutien aujourd'hui, donc amener cette réflexion-là par rapport au présent. Et je pense que c'est important de montrer dans le cahier de l'élève, Steve, si tu veux revenir, donc au cahier de l'élève, à la fin, il faut modéliser là, précisément la démarche pour se rendre au journal. Donc à la dernière page, on y va vraiment étape par étape. Comment utiliser un moteur de recherche d'une institution culturelle, les mots-clés, les filtres, faire du ménage dans tout ça. Donc, ça prend un accompagnement des élèves. Donc, c'est un autre apprentissage lié à la tâche pour lancer les élèves sur la plateforme de BAMG. Donc, on peut revenir à la présentation. Ça, c'était deux situations d'apprentissage. C'est plus l'exception que la règle. Quand on fait une démarche de recherche dans un programme comme secondaire 3 ou 4, on en fait peut-être 1, 2, 3 dans l'année, mais la plupart du temps, ben, on travaille finalement avec des plus courts dossiers documentaires. Donc, Steve a mentionné tantôt l'expression dossier documentaire. On pose aux élèves une question, les causes des rébellions, et eux doivent travailler avec un petit corpus de tâches, de documents, donc associés à la tâche. Puis ces documents-là proviennent aussi des institutions culturelles. Par exemple, si on regarde le document sur la crise agricole, donc ici, Bibliothèque et Archives Canada, on a une iconographie qui est associée à un court texte de synthèse sur la crise agricole. Fait que quand on parlait de dossiers documentaires et de documents, nous, c'est pas, par exemple, une source primaire, là, juste uniquement toute seule. Souvent, il y a un texte et une iconographie qui est associée pour former un document. Puis c'est le format de l'épreuve ministérielle. Donc, la matière de l'élève, là, il va travailler à partir de ça principalement. Donc, combinaison d'iconographie et des fois un texte de synthèse d'un historien, d'une historienne ou peut-être un extrait de source primaire intéressant. Donc, va lire l'ensemble du dossier documentaire pour formuler une réponse à une question dans une tâche qui va durer peut-être une période. Donc, ça, c'est vraiment les attentes scolaires liées à l'histoire du Québec et du Canada. Et pour l'élève, donc, si je récapitule, c'est quoi une situation d'apprentissage au secondaire? Bien, il y a toujours une intention pédagogique avec une question de départ, une cueillette d'informations très encadrée, souvent par mots-clés. On veut qu'ils utilisent un dossier documentaire, donc de 4 à 10 documents selon le niveau. Puis une production, papier ou numérique. Évidemment, nous, on priorise celle qui est numérique. Puis ça prend toutes sortes de formes. Hein. On n'est plus simplement à la production écrite, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle générative. Donc, on va demander des lignes du temps, des réseaux conceptuels, des infographies, du balado, de la vidéo. Fait que l'univers social devient un terreau fertile même pour exprimer sa créativité. On parlait de pensée critique tantôt, créativité aussi. Et toujours un retour sur la question de départ. Puis, on vise des activités qui prennent 1, 2, maximum 3 périodes pour les productions de plus longue haleine. Donc, c'est à garder en tête dans la médiation culturelle en milieu scolaire, des activités courtes, c'est prioritaire. Puis, je remets un autre exemple de document quand je parlais d'une iconographie qui est toujours associée à un court texte. Dans ce cas-ci, les deux sont vraiment sur la même thématique que les crieurs au début du 19e siècle, mais ça vous donne une idée là, de avec quoi un élève travaille au secondaire. Donc, ça résume un petit peu, dans le fond, le mandat, des exemples de tâches, justement, qu'on produit. Puis notre travail, c'est d'accompagner les enseignants dans, la discipline, des fois. Donc,
Parce que il y a beaucoup d'enseignants non qualifiés aussi là, qui s'approprient un peu la discipline, mais aussi dans l'utilisation du numérique. On ouvrirait vers la médiation culturelle, à savoir, puis bon, j'ai choisi cette image-là volontairement. Qui est l'élève, qui est l'enseignant, ou je irais chercher votre métaphore, qui est l'institution culturelle, qui est l'école, je sais pas. Donc, vraiment, bref, ça vient de BANQ, puis bon, faut que je mette mes lunettes. C'est Legs Langevin. Bref, je trouve génial. Je trouve que ce personnage-là me semble intéressant. Maude est vraiment contente parce que c'est elle qui a trouvé justement l'image. Puis voilà. On a essayé d'identifier les défis. Puis, tu sais, l'idée, c'est de faire peut-être une discussion, si vous voulez intervenir, poser des questions, peut-être si vous êtes fâché, peut-être aussi, exprimez-vous. D'abord, peut-être mettre la table. Donc, les programmes chargés, vous l'avez vu, Pascal vous l'a expliqué, on a vraiment comme une approche plus généraliste. Tu sais, ici, dans le programme, c'est écrit ultramontanisme, mais, tu sais, on va pas très loin, hein. Donc, tu sais, puis on les oppose aux anticléricaux, puis les méchants et les bons, tu sais, je généralise, mais c'est vraiment, tu sais, de montrer que ces personnages-là sont en opposition, ces groupes-là sont en opposition. Donc, identifier l'opposition entre les deux groupes, puis vraiment, les profs n'ont pas le temps d'approfondir ces choses-là, même si derrière le programme, tantôt on parlait de coopérative, mais la coopérative, là, c'est très, très court dans le programme, là. Ça passe vraiment en quelques minutes des fois, puis c'est une question à l'examen, hein, tu sais, fait que, donc un contenu très généraliste. Puis j'ai mis aussi contenu accessible. Donc la difficulté qu'on rajoute par-dessus ça, ben, c'est les difficultés en lecture des élèves, nouveaux arrivants aussi. Puis bon, il faut aussi comprendre que ben il y a l'instantanéité, il n'y a plus personne qui lit des textes maintenant, là, donc imaginez avec des élèves, il faut leur apprendre ça. Puis en plus, en univers social, ben en histoire puis en géographie, ben les textes sont difficiles, hein, puis c'est des sujets qui sont loin, c'est des pays étrangers pour eux autres, l'histoire, là. Puis c'est pas, par exemple, un texte sur est-ce que je devrais utiliser mon téléphone à l'école ou pas, tu sais, des sujets qui est prenant en français, là. L'ultramontanisme, hein, c'est très loin pour nous. Vous voyez un petit peu le défi scolaire qu'on a. En ce qui concerne les institutions culturelles, le défi, je dirais, de notre point de vue, tu sais, c'est vraiment la question des moteurs de recherche qui, vraiment, ça prend un cours souvent pour essayer de trouver une ressource. C'est vraiment difficile. Mais je comprends la difficulté parce que j'en fais des sites web, puis je comprends que sur BANQ, si j'ai 1 million de ressources, ben c'est ça, j'ai 1 million de ressources, hein. Puis c'est ça, puis j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Tu sais, je veux viser grand public, je veux travailler avec les chercheurs, je veux travailler avec monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Donc, et le monde d'éducation. En ce qui concerne plus particulièrement le monde d'éducation, des fois, tu sais, il est question de volume d'images. Donc, on a beaucoup d'images, mais tu sais, on n'a pas besoin de tant que ça. On a besoin de quelques images significatives. Puis, des fois, dans les textes, ben, tu sais, on a besoin d'un texte qui est à propos et qui est pas très long, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça qu'il y a une question de volume, donc c'est le deuxième défi. Puis, le troisième, ben, souvent, c'est l'absence de médiation, donc on n'a pas d'informations du tout, hein, sur le contenu. Puis, ben, c'est ça, dans la réalité de la classe, ben, je chante deux cloches, je trouve une image vraiment intéressante, j'aimerais ça l'exploiter en classe, mais j'ai pas le temps, je m'en vais surveiller un corridor. Tu sais, c'est ça qui se passe dans la vraie vie, là. Donc, puis pour les élèves, ben, tu sais, c'est encore plus difficile. Fait que c'est vraiment ces défis-là qui s'opposent. Puis, ben, on essayait de prendre des cas types d'institutions culturelles qui offrent des ressources. On a commencé par McCord volontairement parce que c'est des pionniers. McCord, dès 2000, ils ont proposé 130 000 images numérisées
au Québec, tu sais, des images québécoises, c'est vraiment... moi, j'étais au début de ma carrière au récit, puis tu sais, c'est comme, wow, enfin, tu sais, enfin, déjà, je dirais ça, plutôt que enfin, là, c'est vraiment des précurseurs. Il y avait aussi cette idée-là de clé pour l'histoire qui est intéressante dans ça. Sauf que, là, il y a un mais, là. Il y a eu une évolution du site, il y a une question de financement, j'imagine, et tout ça. Puis bon, on se retrouve avec le site, cette petite vignette-là, avec une image qui est utilisée là, abondamment en éducation. Là, tu sais. Cette image-là, là, c'est vraiment intéressant parce que tu as le portrait du port et tout ça. Bon, en haut complètement, qu'est-ce qu'on a? On a épreuve, puis je sais pas, albumine, je sais pas c'est quoi exactement, tu sais. Fait que c'est ça qui titre au début, quand ce qui est important, c'est vraiment le titre. Dans le titre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'information. Donc, c'est un site assez explicite. Des fois, c'est pas le cas. Puis, ben, le reste d'information, ben, honnêtement, il y a personne qui va vraiment être intéressé par ça en éducation. Pascal a montré un exemple positif, mais de ce côté-ci, ce qui est positif, c'est l'image en haute définition, puis peut-être la licence aussi, peut-être dire que Music Maker est un des premiers à avoir adopté le Creative Commons. Donc voilà, à tout seigneur, tout honneur, malgré les critiques, peut-être dire que les éléments, mettons, qui achoppent, qui posent problème, tu sais, pour que cette image-là atterrisse de façon adéquate dans une classe. Je sais pas si vous avez des... Oui, Joanne? Toutes les ressources clés pour l'histoire, les dossiers thématiques, où il y avait, au début des années 2000, 2003, 4, 5, 6, il y a eu des collaborations entre le labo et MUCOR, des collaborations entre la maîtrise en histoire appliquée et MUCOR, des stages, des étudiants, on documentait des objets avec les questions, etc. Puis à un moment donné, effectivement, quand il y a eu une refonte du site, il y a eu une refonte des moteurs de recherche qui sont moins performants que ceux qu'ils avaient avant, mais tout le contenu, il y avait ils avaient développé aussi des parcours thématiques que plusieurs historiens avaient reçu le mandat. Tout ce contenu-là, à un moment donné, on pouvait toujours le trouver de façon indirecte, mais maintenant, on le trouve plus. Alors, il y a un contenu extrêmement riche. Et moi, je pense que c'est lié sans doute en partie, je pense que ça s'explique par le départ de certaines personnes. Je connais pas l'évolution récente, mais bon, pour ne pas la nommer Marie-Claude Larouche, qui était responsable, etc. Donc, je pense qu'une institution change de priorité, mais le drame, c'est une perte de contenu. Les clés pour l'histoire, je trouve que c'est un exemple qui était vraiment bien, parce que c'était concis, qui, quoi, quand, où. Puis, ben vraiment, on avait comme une information de base pour pouvoir contextualiser la ressource. Puis, vraiment, c'est ce type de médiation que je trouvais vraiment efficace. Les parcours thématiques les thématiques étaient liées quand même à une réflexion sur les besoins de l'enseignement, parce qu'il y en avait qui traitaient de l'immigration, des thématiques liées à la santé, vraiment avec une sélection d'objets et de photos, mais avec des textes qui permettaient aussi de construire un certain récit et de contextualiser les images. En effet. Mais moi, j'ai même participé à ça comme récit. On a travaillé sur des tâches aussi. Donc, il y avait aussi un contact là, avec le milieu qui était vraiment intéressant. Deuxième cas de figure, justement, Pointe-à-Calière qui a récemment déposé un certain nombre de ressources en ligne. Donc, des ressources de bonne qualité. Encore là, la licence qui est très claire, qui nous permet en éducation de réutiliser la source. Donc, puis bon, un petit contexte historique, là, vraiment, un texte assez court qui est intéressant. Donc, puis aussi, ben, il y a une section dans Pointe-à-Calière que je trouve intéressant qui s'appelle « Un objet des histoires ». Donc, au-delà, justement, des contenus, qui sont pas médiatisés, il y a vraiment une section dédiée à ça, ce qui permet vraiment comme de faire « OK, où sont vraiment les images qui sont médiatisées ». Médiatisées, non.
Ouais. Contextualiser. Contextualisé, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre élément qui est... Ah, puis il y a la possibilité de télécharger en PDF. Ce qui est dommage, c'est que l'image est en tout petite sur le PDF. On aurait beaucoup de place comme ça. Tu sais, ça peut servir de document. Je l'imprime, je le donne à mes élèves, une petite lecture, je fais un lien avec le document. Donc ça, c'est du matériel intéressant pour un prof qui veut travailler sur un document et qui peut travailler avec un petit contexte là, que je pense approprié certainement pour des élèves de 4e secondaire. L'autre élément, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs clientèles. On essaie de tirer dans le milieu du filet là, pour essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes, c'est faire un but. Mais des fois, tu sais, la ressource n'est pas adaptée pour le primaire. Tu sais, puis bon, moi je vois très bien des enseignants du primaire être intéressés par cette ressource-là. Fait que des fois, tu sais, peut-être un petit commentaire constructif, de se dire, ben, est-ce qu'on pourrait pas avoir 2 versions du texte, une version allégée, une version complète. Fait que ça, c'est un exemple que je peux peut-être aller tout de suite ici. Je vais revenir en BNQ après. Donc ça, c'est le Musée canadien de l'histoire. Donc, ce qui est intéressant dans le Musée canadien de l'histoire, c'est que c'est le moule à sucre. Donc, c'est un artefact qui est mis à l'avant-plan, mais aussi il est contextualisé avec d'autres ressources. Donc, ça me permet de voir, par exemple, un peu comme tantôt avec McCord, là, de voir d'autres images qui permettent de contextualiser l'objet. Puis ici, ben, on a trois versions du texte. Donc, je peux peut-être aller en ligne, une en point form, donc en liste à puces, et l'autre, ben, en texte plus, puis c'est souvent l'information de base, ici sommaire, et ensuite essentiel, puis bon, on dit exhaustif. Mais exhaustif, c'est pas très long, là, mais quand même, il y a un effort pour dire une graduation. Hein, donc, je trouvais que cette idée-là, elle était intéressante à présenter. Puis bon, on pourrait peut-être inspirer les institutions culturelles justement à adopter ce type de choses-là. Puis la réflexion n'est pas juste primaire, secondaire, c'est aussi le niveau de littératie à tout âge, là, finalement, là, c'est quand même à considérer. Donc, une version français simplifiée, accessible, il y a ça aussi qui est non négligeable. Des questions là-dessus, interventions par rapport à... Je vois hacher de la tête, c'est des choses que vous connaissez évidemment, mais tu sais, je comprends qu'il y a des contraintes des fois qui sont budgétaires. Oui, c'est ça. Ben, j'avais cette question-là par rapport, parce qu'on regarde des exemples depuis tout à l'heure, c'est quand même des grandes institutions qui ont les moyens financiers de contextualiser leur collection, etc. Puis je me demandais, est-ce que vous intégrez aussi des institutions plus petites, des petites collections? Est-ce qu'il existe des partenariats où des gens peuvent le faire un peu pour eux, ou il faut vraiment, malheureusement, s'appuyer sur des gens qui ont les moyens de contextualiser justement leur collection pour les rendre accessibles à un public, que ce soit scolaire ou même grand public? Ben, tu sais, pour la recherche d'images, on a contacté certains musées, des petits musées locaux, journaux, je pense à la Gaspésie ou des trucs comme ça. Ouais. C'est pas des partenariats officiels, mais c'est vraiment d'avoir un souci d'aller chercher des ressources un peu partout qui pourraient illustrer une réalité qu'on veut amener à l'élève là, par l'image. Mm-hmm. Fait que oui, on a ce souci-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça. Il n'y a pas de collaboration officielle, mettons, avec des petits, à part, ben, j'ose pas nommer de gens parce que je pense que c'est des petits musées. C'est vrai que c'est tous des grands musées. Là. Non, mais je pense que ça pose aussi la question de, quand on choisit une iconographie, l'idée, c'est aussi d'avoir un engagement de la part des élèves qui se sentent interpellés. Ouais. Puis à Montréal, éventuellement, ben, c'est une métropole, donc il y a beaucoup de photos qui ont été prises parce que c'est un pôle. Mais mettons, quand on parle des gens qui viennent de la région, d'avoir des photos de la région, de regarder, ben ça, c'est le 5e rang, avec Jean-Paul Tanguy, là, qui était là en 1930. Puis, tu sais, que les gens fassent, ben oui, tu sais, on voit encore sa ferme. Tu sais, de manière aussi à permettre d'avoir une mise en valeur d'autres régions géographiques qui sont sur le site d'Histoire du Québec et du Canada, il y a une bonne représentativité à cause des satellites là, de BANQ. Okay. On essaie de ne pas être trop centré sur Montréal. Il y a des exemples de Québec,
mais aussi beaucoup de régions. Puis on se tourne aussi vers les sociétés d'histoire locale. Et il y a des enseignantes qui sont même allés voir les sociétés d'histoire locale avec le programme. C'était dans un autre contexte un peu, là, mais sortez-moi des ressources en lien avec le programme. Partez du programme, sortez ce que vous avez. Puis les sociétés d'histoire locale, ben elles étaient contentes d'avoir, c'était comme un premier contact avec le milieu de l'éducation. Et ça a permis à des gens de faire toutes sortes d'activités là, avec ce qu'ils ont sorti en lien avec le programme. Donc, je pense que là, c'est des bons débuts de collaboration, justement, pour partir des contraintes du milieu scolaire. Si on veut. On parle beaucoup des cartes postales de BNQ pour les régions. Vraiment, c'est intéressant de voir un peu que l'ensemble du Québec était un peu mis en photographie avec ce truc-là. Il y avait Jean-François qui avait une... Oui, Jean-François. Oui, merci pour la présentation. Je pense que c'est pas tout à fait terminé, là, mais merci aussi Steve, de montrer l'exemple du Musée canadien de l'histoire que je connaissais pas. C'est super intéressant, puis effectivement, c'est un enjeu, l'accessibilité puis la lisibilité. L'autre enjeu, c'est pour ces institutions-là d'avoir des personnes qui sont compétentes pour rédiger ce genre de texte, parce que on est formé en bibliothéconomie pour décrire là, de façon rigoureuse un objet, mais de le mettre en contexte de façon plus large, je pense qu'il faut quand même une bonne formation aussi en histoire. Ça, c'est le rôle des départements d'histoire comme le nôtre, de former des gens. Puis, personnellement, quand je demande aux gens d'écrire, souvent, traditionnellement, à l'université, c'est écrivez plein de pages de dissertation. Mais moi, je fais un peu l'inverse. Je leur demande d'écrire de façon beaucoup plus synthétique et plus ramassée pour ce genre de texte-là. Parce que c'est ça le besoin, je pense, qu'on a, ce que les institutions vont devoir faire à l'avenir. Fait que ça, c'est un premier commentaire. Puis la chose que je me demandais, je trouve que vous êtes super bien placé au récit pour, faire pression auprès des institutions parce que vous représentez un public que ces institutions-là veulent rejoindre. Donc, vous êtes vraiment une interface privilégiée, vous avez vos contacts aussi. Mais je pense que si un conseil que j'aurais à vous dire, c'est n'hésitez pas à essayer de faire pression entre guillemets pour faire évoluer, parce que les gestionnaires ne sont pas toujours conscients de ça. Donc, ils ont besoin des gens comme vous pour pour se faire rappeler qu'un site doit évoluer, doit s'améliorer avec le temps, puis de voir qu'est-ce qui se fait de mieux ailleurs. Puis effectivement, Musée McCourt, c'est un super bel exemple. Là, il y a des moyens là, techniques maintenant là, d'améliorer ça, puis de dire, OK, je présente en priorité cette information-là, puis les gens cliquent sur un petit bouton s'ils veulent avoir plus de détails plus techniques. Ça peut se faire de façon générale, ça peut peut-être s'adapter selon le type d'usager pour des professeurs, pour des chercheurs, pour des muséologues, etc. Donc, je pense que dans l'évolution de l'écosystème des bibliothèques numériques, ça va être ceux qui vont vouloir évoluer là, au cours des 10 prochaines années, ça va être dans le sens là, que tu mentionnes, Steve, entre autres. Merci Jean-François. Puis en fait, tu viens d'ajouter une métaphore de plus à mon lutteur, Legs Langevin, donc le récit qui fait une prise de pression sur les institutions. Joanne, oui? Je pense qu'on surestime les ressources dont disposent les musées, même les grands musées, pour ce type d'exercice, d'une part. Et deuxièmement, on surestime les ressources et on surestime les compétences disponibles à l'intérieur des institutions pour rédiger le type de texte dont on parle. Et j'ai une expérience avec un objet des histoires auquel j'ai collaboré dans une partie du volet intérieur, puis où il y a une autre phase du travail qui va s'amorcer. Et c'est vraiment, en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est lorsqu'on veut contextualiser un objet, c'est qu'il y a plusieurs histoires qui sont possibles à propos de chaque objet. Donc, quel est le contexte? Quel est l'angle qu'on veut aborder? Quelle histoire veut-on raconter?
qui choisit l'histoire qui va être racontée et qui valide l'interprétation qui est proposée, même au niveau factuel. Donc, c'est quelque chose qui est très lourd. Et dans certains cas, par exemple, si je collabore avec Pointe-à-Calière, on va s'entendre, l'institution et moi, pour dire, en fait, quels sont les objets qui t'intéressent, quelle est ton expertise, qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'un... Quelles balises donner ou quelles orientations pour établir un corpus qui pourrait être traité pour enrichir ce qui est déjà numérisé, mais qui n'a pas de texte. Mais en fait, ça pourrait être intéressant d'ajouter, de réfléchir en disant, mais est-ce que, parce que j'y avais pas pensé, est-ce qu'on peut arrimer le choix d'un certain, en fait, c'est une proposition que je te fais, est-ce qu'on peut prendre un certain corpus et dire, bon, OK, étant donné le programme, les intérêts du programme ou d'un des programmes, d'un des niveaux, est-ce qu'il y a certains objets qui seraient plus pertinents potentiellement et certains types d'histoires ou d'éléments qui pourraient être mis en valeur lorsqu'on contextualise l'objet. Parce que je pense que il y a des milliers d'objets et on ne va pas produire des milliers de textes. On va choisir certains objets, produire certains textes. Mais en fait, juste un exemple, puis Jean-François a collaboré dans le passé à la Ligue du temps. Puis bon, qui est sur BANQ, qui est redevenu une Ligue du temps. Il y a eu un passage où c'est un truc qui était plus en 3D, là. Mais tu sais, il y a un choix qui a été fait, là. Donc, il y a 500 événements là, qui ont été choisis donc par l'institution. Il y a une classification aussi qui est intéressante, une classification qui était des origines à 1608. Donc, ça, c'est notre programme d'histoire de 4. Donc, il y a un choix qui a été fait. Puis bon, pour cette période-là, ben, tu sais, il y a 6 événements, mais c'est sûr que c'est la période où il y en a le moins. Mais tu sais, on sent dans... puis après ça, ben, il y a une image, il y a un texte qui vient accompagner justement la chose. Puis, ben, tu sais, on sent que, tu sais, il y a un travail justement d'arrimage avec les programmes, puis que ici, ben, la clientèle, c'est les élèves du secondaire, tu sais. Fait que des fois, je sais pas si ça répond à la question, mais ou ça ajoute à la conversation. Mais ça, je trouve... ces textes-là. Ben, avec quelles ressources financières? C'est ça. La question, c'est qui a rédigé, avec quelles ressources. Donc, ben ça, je sais qu'il y a une compagnie privée qui est impliquée dans la production de cette chose-là. Puis, ben, c'est les bibliothécaires, je pense, je me trompe, Jean-François, de la BANQ qui ont justement fait des sélections et rédigé, dans le fond, les textes. Oui. J'avais une question. Ariane. Ariane, excusez-moi. J'avais une question plus axée sur l'enseignement, la pédagogie en tant que telle, parce qu'on sait que il n'y a rien qui change autant qu'un programme de formation de l'École québécoise. En tout cas, il y a quand même des changements assez périodiques. De quelle manière ça impacte le récit dans ne serait-ce que l'organisation de l'information en fonction des programmes ou même dans le contenu qui va être mis en valeur? Parce que ça, on part d'un programme, mais il y a des éléments qui changent. À l'époque où moi j'étudiais en enseignement, l'histoire de secondaire 3 et 4, c'était d'abord chronologique, ensuite thématique. Finalement, bon, ben, ça a été revu. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte? Ben, c'est un cas particulier. Ouais, ben, dans le fond, en amont des programmes, il y a quand même des éléments communs au programme de formation à l'univers social. Puis là, il y a beaucoup de travail qui est fait à tous les cycles, tous les niveaux, sur les concepts, certains concepts de la pensée historienne. Les élèves, autant le changement, la continuité, les causes, les conséquences, les acteurs. Fait que travailler ça d'une part, puis des concepts explicatifs. Tu sais, l'industrialisation, tu la vois dans le contexte de la révolution industrielle anglaise en première ou deuxième secondaire, puis tu le revois, le concept en secondaire 4, par exemple. Donc, là où je veux en venir, c'est de dire, il y a des connaissances précises qui peuvent changer selon les besoins de la société civile quand un programme est élaboré, mais il y a quand même une approche conceptuelle qui est quand même pérenne dans le temps, autant au niveau des savoirs agir de l'élève, des savoir-faire de l'élève, mais pour les concepts aussi généraux, c'est la colonisation, l'industrialisation. C'est quand même stable dans le temps. Donc, si une institution culturelle présente une ressource puis qu'elle veut présenter son utilité
économique, mais aussi une perspective sociale en 2 phrases. On peut avoir 2 perspectives sur un objet si on les rattache à l'économie, la société. Puis ça, ben, je pense que ça donne une pérennité, même si les programmes changent au fil du temps. Donc, tu parles de celui de secondaire 3-4 qui est assez particulier, donc qui est sorti en 2008, puis l'autre après ça 2017. Donc vraiment 9 ans de vie pour un programme, c'est très court. Si on prend, mettons, les programmes du primaire, ben, ils datent de 99. Fait que, ça fait 25 ans. Puis c'est un peu gênant aussi. Il y a des choses, dans le programme d'histoire. Il y a certains groupes, qui ont pris la parole depuis, puis qui revendiquent justement une meilleure représentativité, ou au moins qu'on les sorte des groupes linguistiques dans lesquels ils sont cantonnés. Hein. Fait que celui-là, primaire, là, je sais pas moi, je me disais qu'il va changer bientôt. Là. Fait que je ne peut-être pas trop sur celui-là. Je dis bientôt. En fond, je ne sais pas. Mais c'est une bonne question. Fait qu'il y a une certaine pérennité dans le temps, comme il dit, par rapport au concept, mais aussi, quand il y a un programme qui est fait, ben, il est là pour quelques années. Le cas que tu soulèves, c'est un cas particulier. De refonte. Ouais. Donc, voilà. Oui, quelle est on a parlé au début, là, on a changé un peu l'angle, là, mais je voudrais revenir sur le rapport avec les enseignants. Comment, est-ce qu'il y a, vous voyez une appropriation de vos outils? Est-ce que ça fonctionne? Parce que tout c'est un univers, moi, en tant que parent, que j'ai vu, mais que je vois pas les activités comme telles, que je trouve fascinantes. Et je me dis, est-ce que les enseignants qui en ont par-dessus la tête, est-ce que c'est un outil qu'ils vont s'approprier ces outils-là? Je dois parler plus vite. Mettons, je te donne des statistiques. Depuis le début septembre, on a vu 557 personnes. J'ai été voir tantôt. Dans une année, enseignants, conseillers pédagogiques, puis dans une année, on voit au-dessus de 2000 profs, là, fait que, donc, D'autres sont au courant de... Ouais, c'est ça. On voit beaucoup de personnes quand même, là, puis quand je dis on voit, c'est pas, c'est genre au moins minimalement dans un atelier d'une heure, sinon d'une demi-journée, sinon d'une journée, là, fait que ça, c'est une première réponse. Je dirais aussi qu'on a toute la fréquentation des sites. Fréquentation des sites qui est assez importante, là, genre juste en contenu vidéo, là. Donc là, c'est des heures et des heures il y a plusieurs enseignants avec qui on a travaillé, qu'on a fait des contenus avec eux, puis ils sont vus. Donc ça, d'un point de vue statistique, les statistiques sont là, tu sais. Mais aussi, c'est qu'on compte sur différents réseaux. Donc, on disait les récits locaux pour essayer de supporter. Puis souvent, ils utilisent les ressources du récit parce que, ils savent que c'est en ligne directe avec l'intention pédagogique du programme. Puis, aussi, il y a les conseillers pédagogiques en histoire et en géographie qui sont là, qui viennent souvent utiliser les ressources. Fait que c'est pas le récit seul, c'est vraiment un réseau qui apporte ces choses-là. Fait que, mais la problématique principale, je pense, c'est la question du numérique. Fait que notre mandat, c'est d'amener le numérique en classe de façon innovante, puis qui supporte l'apprentissage. Sauf que, vous savez comme moi qu'il y a des inégalités numériques, on va dire sociales d'abord au Québec. Donc, on parle d'écoles à 3 vitesses. Mais il y a aussi du numérique à 3 vitesses. Là, dans des écoles, il y en a qui... Des fois, par hasard, il y a un élève qui va peut-être avoir touché au numérique de façon pertinente, puis il va finir son secondaire 5 une fois. Là, fait que, c'est vraiment l'effet du hasard. Il est tombé sur le bon prof. Là, fait que ça, c'est vraiment triste. Fait que c'est sur cet aspect-là, je pense, qui est plus difficile pour nous, c'est d'amener l'utilisation du numérique. Puis, sur d'autres, là, mais tu sais, c'est difficile de savoir. Puis, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est une partie de nous? C'est tout le monde, tu sais, comme qui fait en sorte que si à un moment donné, il y a une ressource qui est vraiment utilisée dans une classe, qui fait la différence, c'est un collectif, là, c'est pas juste. Puis c'est d'abord un enseignant. Voilà.
Peut-être ça m'amène à une précision. On a dit on ouvrait primaire, secondaire, mais on ne l'a pas nommé de façon explicite seulement dans les écoles publiques, donc dans le secteur public. Ouais. Donc, je tenais à le dire. Tout à fait. C'est des questions en ligne. Vous voulez en ligne? Pas de questions. Je pense que c'est aussi un défi, excuse-moi, les moteurs de recherche, parce qu'on crée du contenu. Certes, on en perd, malheureusement. Ça, c'est le problème de la cybersécurité aussi. Des sites qui sont plus en jour, mais effectivement, comment ces moteurs de recherche-là, comment retrouver cette information? Tu parlais, c'est vraiment un défi. Puis, je suivais les activités de la Société canadienne-française de généalogie, et il y a une des activités donnait un cours d'appropriation du site web de BNQ, en fait. Comment ces apprentis, ou même pas apprentis, mais généalogistes, parce qu'il y a tellement de ressources sur BNQ, on le sait, mais quand on est néophyte là-dessus, comment tirer parti de ça? Et donc, ils offraient des activités aux généalogistes de B à bas du site de BNQ, comment tirer profit de toute la richesse numérique de ce site-là. Donc, ouais, ça devient extrêmement complexe. Il y a une question, Oui, ben en fait, peut-être dire, il y a une chose qui fonctionne bien, c'est le porte-à-porte, là. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, nous autres, on fait du porte-à-porte. On va dans les écoles, tu sais. Maud parlait justement, donc, il y a des ressources, on filme en classe, donc des pratiques. Si vous allez sur la chaîne YouTube là, du récit, on va le mettre en ligne, c'est déjà fait. Ben, il y a des pratiques pédagogiques en classe, donc on est dans la classe avec l'enseignant qui fait un projet, mais aussi, tu sais, c'est ça, tu sais, ça illustre. Fait que des fois, tu sais, les gens vont sur le récit parce que bon, ils m'ont vu Pascal, puis ils ont vu Maud, puis bon. Fait que souvent, c'est l'humain, hein, plutôt que le moteur de recherche là, qui nous amène par hasard peut-être sur une ressource géniale, puis qui était faite, mais que c'est ça. Donc, la question, Michel. Michel, merci. Moi, j'adore vraiment vos ressources. J'enseigne autant au niveau primaire que secondaire en univers social. Justement, tantôt, quand tu parlais de l'ère du numérique, qui est une problématique en univers social, moi, je suis à la maîtrise en didactique de l'univers social. Et justement, je m'intéresse beaucoup au manque de formation des enseignants par rapport à la démarche historique, à la pensée historienne avec M. Autier. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant parce que le numérique a très peu d'espace ou une réticence de certains enseignants par rapport à ça. Tout à fait. Puis tu parles de la démarche historienne, donc c'est ça, il y a beaucoup, tu sais, on dit qu'on est numérique, mais on dit d'abord qu'on est didactique aussi, parce que donc il y a des choses qui sont importantes. Donc, Pascal on a parlé tantôt, ben, c'est juste la démarche de recherche, là. Puis l'analyse documentaire, donc vraiment, tu sais, même si on dit qu'on est numérique, là, tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on essaie vraiment de se rapprocher de ce que c'est, dans le fond, la démarche historienne, puis l'amener de façon la plus scolaire possible. Tantôt, je parlais de l'IA et la mémoire, tu sais. Donc, tu sais, toute la question de la mémoire, puis, bon, en histoire. Fait que, tu sais, on aborde ces grands concepts-là qui sont importants, qui mobilisent des armées d'historiens, mais, tu sais, on essaie comme de faire en sorte que, de le rendre signifiant pour des élèves, puis de l'amener à ce niveau-là. Fait que oui, la démarche historienne est importante, Michael, je suis d'accord avec toi. Puis il y a des résistances, évidemment, tu sais, par rapport à ça. Ça, on s'en cachera pas, parce que souvent, en histoire de secondaire 4, il y a l'examen du ministère à la fin, puis bon, tu sais, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire ça. Puis c'est souvent ça, la question. Puis, tu sais, j'ai été enseignant d'histoire de 4, je sais ce que c'est, la pression, là, de pouvoir, de savoir si tes élèves réussissent, puis s'ils coulent, ben, tu sais, t'as pas le téléphone, mais t'as le directeur à ton bureau, là, tu sais, fait que je les comprends, là, tu sais, d'avoir ça. Mais encore là, ben, tu
c'est ça. Derrière ça, c'est vraiment... Puis on parle beaucoup d'histoire, mais on est très géographique. Hein. Oui. Non, mais je dirais aussi que autant c'est important d'amener les gens plus loin du point de vue disciplinaire et numérique. La majorité du temps, on part de pratiques qui sont faites en classe ou minimalement qu'il y a un début de pratique en classe, puis on va collaborer avec l'enseignant, l'enseignante, puis c'est ce qui permet aux autres enseignants de se reconnaître après dans le matériel qu'on produit. Il n'a pas été imaginé dans un bureau de conseiller pédagogique. Tu sais, il est parti de la classe un peu là, souvent. Donc, c'est ce qui permet aux gens de cliquer sur notre ressource puis de savoir que, bon, peut-être qu'ils vont faire les modifs pour leurs besoins, parce qu'il y a toutes sortes de réalités. Mais quand même, là, c'est quand même, il faut que je le note. Là, Oui, puis, et donc, je pense que c'est indicateur du fait que les pratiques ont changé, entre autres depuis le nouveau programme, puis l'arrivée des dossiers documentaires, puis l'importance des opérations intellectuelles. On n'en parlait pas tant avant, mais là, c'est dans le vocabulaire d'une majorité de profs. Là, fait qu'on se rapproche de certains, d'une démarche historienne. Voilà. Voilà. Moi, j'ai peut-être une question un peu plus archivistique parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la médiation avec des images, des textes, évidemment, parce que quand on parle d'histoire, c'est pas mal ce qui s'est rendu jusqu'à nous. Mais depuis les dernières années, on a plein de médias différents, des archives audio, des archives vidéo. Est-ce que vous faites ou même des jeux vidéo, des choses comme ça, est-ce que vous leur faites une place? Est-ce que c'est possible? Parce que des fois, avec les questions de droit, c'est un peu plus compliqué. Et si oui, de quelle manière vous l'intégrez dans les situations d'apprentissage ou des choses comme ça? J'ai vu qu'il y avait Minecraft tout à l'heure, mais ça m'intéresse. Oui, ONF, BANQ, il y a certaines situations d'apprentissage de courts extraits. Par exemple, l'ONF, c'est Les Habitations Jeanne Mance, un documentaire produit pour faire leur promotion dans ces années-là. Ça permet à l'élève de travailler l'État-providence, la modernisation, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, un concept très abstrait pour un élève, mais oui, on les mobilise, puis on travaille de plus en plus là-dessus sur la vidéo. On a travaillé aussi sur des trucs comme Assassin's Creed, donc justement pour essayer de voir comment justement se promener dans une reproduction de l'Égypte antique pourrait justement amener les élèves à se questionner sur la sédentarisation, par exemple. Puis dans les films, on voit aussi dans les films grand public, comme on regarde qu'est-ce que les gens utilisent comme outils en classe, puis tu sais, malheureusement, Le Patriote fait partie des films qui est souvent utilisé avec Mel Gibson, je ne sais pas si quelque chose. Fait que là, on a essayé de travailler, mais je trouve que c'est bien ce qu'on a fait. On a travaillé plus sur l'aspect mémoire, tu sais, puis comment, justement, ce film-là, à la fin, c'est comme dégoulinant de patriotisme, puis avec un dossier documentaire sur des critiques par rapport à ça. Donc, justement, comment ça fait que, tu sais, au lieu de dire, ça s'est passé comme ça pendant la Révolution américaine, qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui, là, tu sais, plutôt ça, c'est comme ça qu'on réussit à travailler avec des choses comme ça. Puis j'ai écrit, c'est le premier film que j'ai écouté à 1.5, vitesse. J'ai découvert cette fonction, m'a sauvé la vie. Maud soulignait dans le chat la vidéo dans le site que vous avez vu, Histoire du Québec et du Canada. Il y a des vidéos de contenu et là, en plus des images, il y a des extraits vidéo de BANQ pour illustrer. Donc, l'histoire, entre autres, le Québec régional, il y a des trucs vraiment cool. Fait qu'on les a utilisés dans ce contexte. Il y a des extraits de Duplessis, c'est ça? Des discours de Duplessis aussi. Et Encyclopédie canadienne, est-ce que vous y allez là-dessus un peu? Ou... je pense que c'est une référence intéressante parce que justement, c'est de la vulgarisation. Plus général, oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. C'est souvent une ressource utilisée pour nous. Là. C'est pour essayer de diriger les enseignants sur le contenu. Il y a une question de Michael Garand. Oui, Michael. Oui, moi, c'est plus une question un petit peu plus personnelle parce que j'aime bien les récits de l'univers social. Et moi, j'ai conçu un matériel didactique sur l'histoire de la politique en secondaire 3 et 4, parce qu'on s'entend que l'histoire de la politique, ça demeure que les élèves aiment un peu moins la politique. Donc,
moi, c'est que j'aimerais ça, si c'est possible avec vous, de partager mon idée pour voir si ça vous intéresserait de voir avec vous un jeu. C'est un jeu politique, un jeu de rôle politique sur les politiciens de l'époque jusqu'à aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a un élément numérique? Parce que c'est peut-être l'élément C'est qui... tout numérique. C'est Ah tout oui? numérique. Oui. OK, ben, Maude va mettre l'adresse peut-être du récit. Si tu veux nous contacter, on pourrait regarder ça, oui. Parfait, merci. On a fait quelques jeux aussi drôles, des jeux sérieux qu'on appelle aussi en éducation. Donc, voilà. Je pense qu'on avait des conclusions. Conclusion, oui. Non, Oui. Ben, en fait, je pense qu'on va devoir malheureusement couper court à nos échanges qui pourraient durer des heures et des heures. Parfait. Donc, sur la médiation, on a résumé un petit peu, là, dans le fond, pour juste conclure sur les échanges sur ce plan-là. Donc, justement, tu sais, il y a deux types de médiation. Donc, le plus, on va dire, contexte historique, puis une autre qui est plus activité pédagogique. Donc, on a noté quelques éléments qu'on jugeait, mettons, puis encore là, tu sais, on y a réfléchi, là, le temps de bâtir cet atelier-là, puis basé sur l'expérience passée, puis tout ça, là, ça mériterait, mettons, un regard plus soutenu, certainement, mais tu sais, des éléments qui peuvent peut-être guider, là, on a parlé des clés pour l'histoire, qui, quand, quoi, où, mais aussi par rapport aux activités pédagogiques, ben, tu sais, avoir une intention ciblée, une activité courte, une clientèle ciblée, avoir un souci par rapport au programme de formation. Le guide dans l'enseignant, souvent, il est très, 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 très long, qui est pas fait par les institutions culturelles. Fait que, des fois, les profs n'ont pas le temps de lire ça. Fait que, d'aller à l'essentiel. Un cahier de l'élève pour structurer l'activité, ça, c'est vraiment incontournable. Sinon, s'il n'y a pas de cahier de l'élève, ben, on dirait que ça flotte dans le vide un peu, là, tu sais. Une grille d'évaluation, ça peut être apprécié, mais encore là, c'est assez spécifique, les grilles d'évaluation. C'est pour ça qu'on ajoute la collaboration avec un enseignant, un conseiller pédagogique. Je pense que c'est nécessaire pour faire cette médiation-là. On vous met nos coordonnées justement à l'écran, puis avec le site, l'adresse générale pour entrer en contact avec nous. Je remercie justement le laboratoire d'histoire et du patrimoine de Montréal de cette invitation-là. Puis, ben voilà, j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a eus. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.